Bonjour à tous et quel bonheur de vous retrouver. Vous remarquerez aujourd'hui, je suis habillé en civil. Mille excuses pour la présentation. En fait, ce que on essaie de vous offrir aujourd'hui à chaque jour sur Terre, c'est un format un peu plus informel, décontracté, nous permettant de rebondir sur l'actualité. Bon, naturellement, la situation au Moyen-Orient. Vous comprendrez que c'est ce qui monopolise beaucoup l'actualité internationale. Mais ce qu'on a eu la chance au cours des dernières semaines, à chaque jour sur Terre, de répondre à certaines de vos meilleures questions sur 7 jours sur Terre lui-même, sur la chaîne, sur nos projets, des trucs un peu plus légers. Je me suis dit qu'on pourrait utiliser le même exercice qui semble avoir été apprécié par certains d'entre vous pour répondre à vos meilleures questions sur la situation au Moyen-Orient, bien évidemment, et donc devancer de quelque sorte notre documentaire et répondre, disons, apporter quelques précisions et autant que possible faciliter la compréhension. Première question. Est-ce que quelqu'un peut arrêter Israël? C'est une excellente question dans le contexte. Je pense que ça vaut la peine, effectivement, qu'on traite du contexte régional parce que la situation a énormément changé au Moyen-Orient depuis les 2 dernières années. En fait, on devrait le dire, depuis le 7 octobre 2023, lorsqu'Israël est vraiment passé d'une posture défensive à une posture plus expansionniste. On a commencé, bien sûr, avec une campagne à Gaza qui a été concentrée contre le Hamas, mais très rapidement, on a élargi tout ça à une campagne contre le Hezbollah au Liban, à une occupation active du Liban, occupation active de Gaza. Et bien sûr, les événements subséquents ont seulement ajouté à une posture de plus en plus dominante d'Israël dans la région. On pense notamment à la chute du régime de Bachar al-Assad, qui était bien sûr un des grands proxys de l'Iran, un allié de l'Iran et on pourrait dire une tentacule du régime d'une certaine manière. Avec la chute de Assad, on s'est retrouvé avec un gouvernement beaucoup plus instable qui actuellement essaie toujours d'obtenir légitimité sur la scène internationale et disons de se stabiliser et de consolider son pouvoir. Et dans le contexte, bien, on voit qu'Israël donc n'a pas vraiment d'opposition. Les Houthis au Yémen ont été sans dire neutralisé, on pourrait dire considérablement affaibli par tant les campagnes israéliennes, les campagnes de bombardement, bien sûr, que les campagnes américaines, surtout navales. L'impact, donc, des 2 dernières années, ce qu'on observe dans le Moyen-Orient, c'est qu'Israël n'a plus vraiment d'opposition crédible. Autrefois, chacun de ces groupes, bien sûr, on l'a vu, Israël avait la supériorité militaire, que ce soit contre le Hamas, que ce soit contre le Hezbollah, que ce soit contre, on pourrait même y aller contre le gouvernement syrien lui-même. On était quand même dans un état de guerre civile, même sous Bachar al-Assad, qui fragilisait tout le monde. Mais lorsqu'on faisait l'addition de toutes ces forces, et il y avait un contrepoids crédible à l'État d'Israël et qui, d'une certaine manière, limitait sa marge de manœuvre militaire. Dans les 2 dernières années, ou devrais-je dire un peu plus, Israël a été en mesure de neutraliser individuellement les uns après les autres ou d'affaiblir considérablement chacun de ses proxys, de ses groupes dans la région. On a vu la même chose d'ailleurs avec les milices irakiennes qui étaient alignées avec l'Iran. Donc, portrait global, il y a plus grand monde dans le Moyen-Orient qui a vraiment la capacité de s'opposer à l'Iran. Il y avait bien sûr une force modératrice, on s'entend, mais sans énormes guillemets, qui serait la réticence américaine vis-à-vis certaines opérations israéliennes, comme on l'a vu par exemple sous Barack Obama, Joe Biden. La relation avec Netanyahou spécifiquement était loin d'être extraordinaire. En fait, rares sont les présidents américains qui n'ont pas eu une animosité extrême envers les leaders israéliens. Il y a souvent une tension extrêmement profonde entre les deux. Et ça remonte à il y a très longtemps. Hein. On pourrait remonter à Nixon, on pourrait remonter à Bill Clinton également. Les deux ont des déclarations célèbres là-dessus. Et donc, maintenant, on place Trump à la tête des États-Unis. Ce que ça veut dire, c'est que même le peu minime de réticence qu'il y avait à l'action israélienne dans la région et à l'expansionnisme de la posture israélienne, il a été complètement éliminé parce que Trump, bien sûr, n'oppose que très peu de limites aux actions israéliennes, semble endosser la plupart du programme. On a fait quand même des cadeaux substantiels à Israël, sans nécessairement juste faire des cadeaux. On s'entend, il y a un certain nombre de points de tension aussi entre l'administration Trump et Israël, mais manifestement, quand on regarde l'ensemble du portrait, il semble que tous les astres se sont alignés
pas par hasard quand même, beaucoup en résultat des actions israéliennes, mais en faveur d'Israël. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Soyons très clairs quand même. Il y a un certain nombre de freins à cet expansionnisme israélien qu'on peut déjà voir se dresser à l'horizon. Un qui me vient en tête particulièrement, c'est la Turquie. La Turquie, au cours des dernières années, a vraiment gagné une influence considérable à travers la région, spécifiquement via son rôle auprès des autres pays musulmans, arabes et plus largement de la communauté du Golfe. La Turquie est devenue vraiment un des acteurs les plus crédibles, les plus influents et qui a vraiment la capacité de faire basculer l'équilibre de la force d'un côté ou de l'autre. Typiquement, la Turquie a plutôt avantage ou tendance à tirer avantage de sa posture. Plutôt que de l'exploiter et de prendre action contre un camp ou contre un autre, on va plutôt utiliser ça, si on veut, comme jeton de négociation, notamment avec l'immigration, la question des F-35, la relation avec la Russie, la relation avec Israël même. On a tendance à surtout marchander la position turque. Mais si demain matin, la Turquie décidait de s'opposer à Israël, ce serait probablement le seul dans la région qui aurait la capacité de faire quelque chose de véritable, quelque chose de productif. On a vu dans la campagne de bombardement israélienne sur l'Iran, des avions israéliens n'ont eu d'autre choix que de survoler, dans certains cas, on nous mentionne possiblement l'Arabie saoudite, mais dans la majorité des opérations israéliennes, on survole le corridor syrien, ensuite sur l'Irak et finalement vers l'Iran. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a donc une opportunité considérable pour la Turquie, parce qu'on sait que la Turquie a une influence énorme sur le nouveau régime syrien, le nouveau gouvernement syrien d'Ayat al-Sham. Le gouvernement en place est directement en ligne avec la Turquie. La Turquie a installé beaucoup d'éléments militaires à travers le territoire syrien pour renforcer le nouveau gouvernement et lui permettre de s'établir. On a fourni des armes, on a fourni un peu de munitions, on a fourni des hommes également, on a fourni beaucoup d'appui logistique, de ressources additionnelles et tout le monde vient un peu aider la Syrie là-dedans. La Turquie a le pouvoir d'installer des systèmes de défense antimissiles qui bloqueraient entièrement le corridor de bombardement israélien jusqu'à l'Iran. Et ça, à toute fin pratique, je veux pas dire attacherait les deux mains d'Israël, parce qu'Israël pourrait bien sûr passer par l'Arabie saoudite, prendre des itinéraires alternatifs, mais ça compliquerait considérablement la posture israélienne pour ce qui est de la guerre contre l'Iran. Qu'elle soit la guerre actuelle, une reprise éventuelle ou une autre dans le futur. La Syrie est absolument essentielle pour Israël, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle vous avez vu cette expansion israélienne dans l'espace stratégique syrien, alors que Israël s'est mise depuis Noël, depuis les derniers mois, à bombarder activement et massivement le sud de la Syrie, particulièrement, avec l'intention affichée de démilitariser cette région. Autrement dit, de maintenir le corridor aérien ouvert. Donc, on s'est demandé longtemps, en fait, pourquoi Israël bombardait la Syrie, sans même savoir quelle était, si on veut, la posture du nouveau gouvernement syrien vis-à-vis d'Israël, pourquoi ils sont en train de nuire à leurs relations de la sorte. S'avère-t-il, en fait, que Israël voulait vraiment maintenir le corridor aérien pour un éventuel bombardement de l'Iran. Ça fait encore plus son sens, ça se comprend encore mieux quand on sait maintenant que l'opération était préparée depuis des mois, environ le mois d'avril au plus tôt, au minimum. Donc là-dessus, Israël, je crois, a très peu d'opposition crédible. Pour répondre à la question directement, je crois que s'il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'arrêter Israël, ce serait la Turquie dans l'espace régional. C'est pas l'Arabie saoudite, c'est certain, c'est pas un des pays du Golfe, c'est certain, c'est pas les États-Unis, ce n'est manifestement pas l'Iran. Alors, il reste pas grand monde. Ce ne sont pas les Houthis, c'est pas le Hezbollah ni le Hamas. Il reste la Turquie comme puissance militaire majeure qui aurait un intérêt également à s'opposer à Israël. On sait que, bien sûr, Erdogan aime être vu comme un leader du monde musulman, aime être vu comme à la tête, si on veut, aussi de la résistance vis-à-vis Israël et de la défense du peuple palestinien. Et il pourrait donc y avoir un intérêt stratégique de la part de la Turquie d'aller se positionner sur cette question. Vous me direz, jamais la Turquie n'abattrait un avion israélien et jamais la Turquie ne sera en mesure donc d'appliquer ce no-fly zone théorique. Le fait est que la Turquie a abattu un avion russe qui avait survolé son territoire pendant quelques secondes. Alors,
Je pense que la Turquie a les reins assez solides, a les nerfs assez solides également pour résister à Israël. Et ça fait partie clairement du marchandage auquel on assiste actuellement, alors qu'on sait pour fait que les États-Unis ont communiqué avec la Turquie avant l'opération israélienne pour les informer de l'imminence de l'opération en question et s'assurer qu'il n'y aurait pas donc d'obstruction de la part de la Turquie. La Turquie, on le devine encore une fois, va obtenir des concessions et va marchander ce jeton de négociation. S'avère-t-il quand même qu'Israël sera conscient de la position de la Turquie et que si quelqu'un peut l'arrêter, ce sera probablement Erdogan. La question est celle de la volonté. Est-ce que l'Iran est aussi fort qu'on le croit? Il semble que les choses se sont mal passées. Effectivement, disons que l'expérience iranienne dans l'échange avec Israël a été un peu contrariante. Tant pour le régime, pour l'armée, que pour la population, que pour tout le monde qui a regardé la scène. En fait, on a été un peu stupéfait par la vulnérabilité du régime iranien, du gouvernement iranien et d'infrastructures stratégiques d'importance capitale. On pense au programme nucléaire, mais on pense aussi plus largement à la défense aérienne, autour de radars, de communication, à peu près à toute l'infrastructure militaire industrielle iranienne. On a découvert que tout ça est extrêmement vulnérable, tant aux attaques balistiques qu'aux attaques aériennes, qu'aux bombardements. Donc, il faut comprendre, il faut contextualiser que tant Israël que l'Iran ont un intérêt stratégique à exagérer la puissance militaire iranienne. Et je pense que c'est ce qu'on découvre aujourd'hui, que cette puissance a été largement exagérée par la propagande tant d'Israël que de l'Iran. Israël avait cet avantage à nous faire croire qu'il y avait le grand méchant loup qui dormait à sa porte et qui était sur le point de la dévorer. Et de l'autre côté, bien sûr, l'Iran avait un avantage à exagérer sa propre puissance militaire à des fins de dissuasion, donc pour éviter une attaque contre son propre territoire. Là, on a exposé cette vulnérabilité, on a exposé qu'on est en mesure, en fait, de frapper à peu près tout ce qu'on veut dans le territoire iranien avec on peut dire aucune punition. On est vraiment en toute impunité du côté israélien, c'est ce qu'on a observé. Et là-dessus, je sais que c'est sensible et qu'il y en a plusieurs qui aiment pas vraiment qu'on évoque le succès des opérations israéliennes ou iraniennes. Le fait est que ce qu'on a observé, c'est aucune perte israélienne, du moins des avions de chasse. Quelques drones ont été abattus par la défense aérienne iranienne, mais pour la majorité des cas, on n'a eu aucune perte, tant pour les Américains que les Israéliens. Ce qui nous amène à croire, donc, que dans un scénario de guerre totale, les choses se ressembleraient beaucoup. Parce qu'on était essentiellement dans un scénario de guerre quasi totale pendant quelques jours, alors que les deux ont lancé tout ce qu'ils avaient en inventaire le plus rapidement possible, ont balancé leur arsenal à l'adversaire, et on a vu que la capacité d'Israël à faire mal à l'Iran est largement supérieure à la capacité de l'Iran à faire mal à Israël. Et là-dessus, il y a un certain nombre de facteurs à considérer. D'abord, le fameux déblayage israélien d'emblée, au départ de l'opération, a été extrêmement efficace. Ça, c'est un élément qui a été moins couvert dans les médias et je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est un des points les plus spectaculaires et les plus fertiles au niveau tactique, militaire, stratégique dans l'opération. C'est qu'Israël a utilisé des drones en quantité massive qui étaient cachés sur le territoire iranien préalablement depuis des mois. On avait donc des agents du Mossad, des services de renseignement israéliens qui se sont infiltrés sur le territoire iranien et qui ont installé des bases de drones, des munitions dormantes qui attendaient seulement le début du conflit pour être activées depuis l'intérieur du territoire iranien. L'impact, c'est que ça a maximisé la destruction et l'effet de surprise dès les premières minutes du conflit, alors que ces drones ont volé par centaines, un peu comme on le voit avec ces spectacles de drones chinois, des drones autonomes préprogrammés avec un itinéraire. Ça ressemble beaucoup à ça. Des centaines de drones ont décollé simultanément, des munitions cachées et ont frappé la capacité défensive de l'Iran. Système aérien, tour de contrôle, etc. Ce que ça a créé, donc, c'est une brèche énorme pour l'aviation israélienne qui était en mesure ensuite d'opérer en toute impunité. Et naturellement, quand la poussière est retombée, l'Iran a voulu répondre avec tout ce qu'elle avait. Mais ce qu'on a découvert, c'est que le déblayage, comme ce que je vous décris par Israël, dans les premières minutes du conflit, était tellement efficace qu'on avait frappé beaucoup des munitions, beaucoup des sites de lancement
qui était essentiel à la réponse iranienne. Donc, on a créé un énorme goulot d'étranglement qui a eu un impact considérable au cours des prochains jours. Ce goulot d'étranglement, c'était la capacité de lancement balistique de l'Iran. On avait détruit assez de sites de lancement, on avait détruit assez de munitions que l'Iran pouvait difficilement lancer des salves de plus de quelques douzaines de missiles à la fois. On a commencé par une centaine, ça a été réduit et réduit et réduit. Vers la fin du conflit, l'Iran était incapable de lancer plus d'une douzaine de missiles par jour. Alors, c'est important de comprendre donc de quoi il est question lorsqu'on décrit la capacité de réponse de l'Iran qui était extrêmement limitée dans le contexte actuel, tant par les opérations israéliennes sur le terrain iranien que par ce qu'on a décrit plus tôt avec la perte des proxys iraniens. Normalement, dans un contexte, dans n'importe quel autre contexte, à part les 2 dernières années, si Israël avait lancé une attaque contre l'Iran, elle l'aurait jamais fait à cause de ça. Mais l'Iran aurait pu utiliser tous ses proxys dans la région pour frapper sur la tête d'Israël et répondre à partir de tous les côtés. De Gaza avec le Hamas, du Liban avec le Hezbollah, du Yémen qui aurait lancé des missiles, des Houthis qui auraient lancé des missiles à partir du Yémen et des milices irakiennes qui auraient lancé des attaques multiples contre les intérêts tant israéliens qu'américains à travers la région. Donc là-dessus, on avait tout un éventaire qui a été perdu. Enlever ensuite la capacité balistique, mais là, l'Iran n'avait juste plus de moyens de répondre à la hauteur de l'attaque qui lui avait été imposée. Dans ce contexte, donc, effectivement, les choses se sont mal passées pour l'Iran. Qu'est-ce qui a mené à cette, disons, on pourrait dire, à cette surprise initiale? C'est difficile à comprendre. C'est vraiment une erreur de calcul de l'Iran. Et il faut revenir dans le contexte, parce que on s'entend, je vous comprendrais de dire, mais c'est un peu absurde de l'Iran de ne pas avoir anticipé une telle attaque. Clairement, les Américains ont télégraphié qu'ils étaient sur le point d'autoriser l'attaque israélienne, que les négociations avec l'Iran étaient sur le point de s'effondrer et que, bon, il y avait une imminence derrière tout ça. Et les Iraniens n'ont rien vu venir. Pas tout à fait. Ils savaient que les négociations n'allaient plus très bien, que le temps était compté. Mais les Américains ont maintenu la ruse jusqu'à la dernière seconde. Pareil pour Israël. Trump, publiquement, a fait croire à tout le monde que les négociations continuaient. A fait croire qu'on avait même en fait une autre ronde de négociations prévue en Oman le dimanche, alors que l'attaque s'est produite le samedi, si je me souviens bien. Donc, quelques heures plus tard, l'Iran était vraiment convaincu que oui, l'attaque s'en vient. Effectivement, après les négociations avec les États-Unis, clairement, Israël va nous frapper. Mais il croyait que c'était pas immédiatement, qu'il y en avait encore pour quelques jours, sinon quelques semaines avant l'attaque inévitable. Et c'est largement attribuable à la ruse américaine, encore une fois, parce que clairement, lorsque les Israéliens et l'état-major américain ont présenté à Trump les options quant à une frappe contre l'Iran, on a dû être très clair quant au fait qu'il y avait un secret opérationnel essentiel à maintenir, qu'il fallait pas en parler. Il fallait surtout pas que les Iraniens soient au courant, sans quoi il y aurait des évacuations massives, sans quoi on cacherait justement, on prendrait des mesures défensives qui limiteraient l'impact du déblayage israélien initial et de l'attaque subséquente. Donc, les Américains ont été là-dessus très prudents, ont maintenu une ruse très crédible jusqu'à la dernière seconde que les négociations continuaient, alors qu'on sait maintenant que Trump avait déjà autorisé l'attaque plusieurs jours plus tôt, qu'il avait même transféré quelques 600 missiles Hellfire pour des frappes de précision depuis les États-Unis à Israël en catimini le mardi précédent. Donc, clairement, là-dessus, les Américains étaient absolument au courant que ça s'en venait. Ils ont joué avec les Iraniens pour garder les Iraniens dans le noir. Et cette erreur de calcul a mené, si on veut, à la négligence apparente de l'Iran d'avoir tout cet équipement en surface accessibles, des cibles faciles qui ont été éliminées dès le départ. Là-dessus, donc, l'Iran a été surpris. C'est une erreur de calcul qui est compréhensible seulement dans le contexte des négociations. Autrement, on regarde l'Iran et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, indépendamment de tout ça, indépendamment de la perte des proxys, indépendamment de la propagande, indépendamment des frappes israélienne sur la défense, et etc., il faut quand même reconnaître que la force iranienne est négligeable en termes conventionnels. On a bien sûr une grosse armée, on a bien sûr un budget de défense, on a bien sûr
Mais on a une force aérienne qui est littéralement obsolète, incapable de voler dans son propre espace aérien. La majorité des avions iraniens, devrais-je dire, sont cloués au sol. La marine, c'est à peu près la même chose. On n'a pas vraiment de capacité navale crédible du côté de l'Iran. On a bien sûr une marine symbolique, une force navale symbolique, mais pas vraiment quoi que ce soit qui permettrait, par exemple, de bloquer le détroit d'Ormuz, comme il a été théorisé par certains. Là-dessus, il y a d'autres enjeux stratégiques, on pourrait y revenir, mais l'Iran ne tiendrait pas longtemps dans une guerre totale vis-à-vis une puissance majeure comme les États-Unis, par exemple. Maintenant, prenons tout ça avec un grain de sel. Je suis pas en train de dire qu'Israël a la capacité de raser l'Iran. Absolument pas. L'armée israélienne a clairement des limites aussi, et on les a vues très rapidement. On a vu notamment que la capacité d'interception du bouclier israélien est relativement limitée. Le bouclier peut être saturé par des attaques massives. C'est un peu pourquoi, d'ailleurs, Israël a travaillé aussi fort à éliminer des lanceurs dès le départ. C'était pour limiter la capacité de l'Iran à saturer sa défense. Et à partir du moment où on voit que Israël laisse tomber quelques missiles sur son territoire, ça nous invite, que ce soit volontairement ou pas, ça nous invite à réfléchir à la capacité d'interception qui était décrite autour de 80-90% pour Israël, comme quoi on est capable de presque tout intercepter. Oui, mais pendant seulement une période. Même si on prend ce que les Israéliens nous disent au mot, sans aucune nuance, on nous dit 80% d'interception dans tous les scénarios. OK, même si on prend ça noir sur blanc, il faut quand même reconnaître qu'il y a une limite au stock d'intercepteurs et qu'Israël possède beaucoup moins d'intercepteurs que l'Iran ne possède de missiles capables de l'atteindre. Et les implications stratégiques, tactiques derrière ça sont quand même majeures. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, si l'Iran joue bien ses cartes et qu'Israël n'est pas en mesure de détruire assez de stocks de munitions de l'autre côté, eh bien, Israël n'a tout simplement plus de capacité d'interception. On a épuisé nos stocks. Et il y a une asymétrie là-dessus qui est considérable quand même parce que les missiles intercepteurs ont besoin d'être largement plus précis qu'un missile offensif. Si moi, je vous lance une roche sur la tête et je la lance depuis ici, j'ai pas besoin d'être si précis pour vous atteindre. Je vous vise la tête, je vais peut-être vous toucher le bras, je vais peut-être vous toucher l'estomac, je vais peut-être vous prendre une oreille, je vais la lancer, je vais probablement vous atteindre. Si vous voulez intercepter ma roche en lançant une roche dessus simultanément, bonne chance. Vous êtes mieux d'avoir tout un bras et d'être précis, d'avoir le compas dans l'œil. Même chose pour les missiles. Le coût de ces missiles intercepteurs est énorme et comparativement beaucoup plus haut que les missiles offensifs, qui sont plus rudimentaires et beaucoup plus faciles à produire en quantité massive. Donc là-dessus, il y a une asymétrie qui nous indique que le conflit ne pourrait tout simplement pas durer avec une telle intensité. Tout simplement pas. Et en fait, à ce propos, la Banque centrale israélienne a mentionné très récemment que l'économie israélienne ne peut pas se permettre un conflit de la sorte. On se parle des conflits des missiles intercepteurs et du coût énorme, c'est seulement un des éléments. Là, vous lancez 2 missiles minimum par interception. On en envoie toujours 2, c'est la pratique standard. Des missiles à au moins 1 ou 2 millions de dollars chacun, dépendamment du système d'interception, le THAAD, le David Sling, Patriot, etc., Arrow. On a un certain nombre de missiles différents, mais c'est tous des missiles extrêmement dispendieux. Ajoutez à ça les attaques israéliennes, ajoutez à ça l'économie qui est à l'arrêt, les alertes, etc. La Banque centrale dit qu'on en a pour à peu près 1 mois avant qu'il y ait des conséquences majeures qu'un conflit entraînerait sur l'économie israélienne. En fait, le coût pour un seul mois de conflit à une telle intensité, on parle d'environ 12 milliards de dollars. Pour l'économie israélienne, il faut le mettre en contexte, c'est un poids énorme, c'est un fardeau immense à traîner et donc, manifestement, Israël ne peut pas combattre à l'infini, il y a une limite à sa capacité à se battre. On met ça aussi dans le contexte de 2 ans quelques d'opérations militaires contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre la Syrie maintenant, contre les Houthis au Yémen. Israël est en guerre contre tout le monde. La population est de plus en plus fatiguée, l'armée est à bout de ressources, on parle des missiles intercepteurs, on pourrait probablement, si on avait accès à des données qui sont extrêmement confidentielles, on comprend qu'Israël ne se vante pas de ses problèmes et de ses pénuries d'approvisionnement,
mais si on avait accès à toutes les données, probablement qu'on constaterait que la situation des intercepteurs existe dans d'autres cas très spécifiques, que ce soit des chars, que ce soit des missiles offensifs, que ce soit des systèmes de radar, des drones, peu importe. L'armée a une capacité qu'on a accumulée depuis un certain nombre d'années, mais maintenant, après 2 ans de guerre comme ça, et c'est, en passant, je vous entends déjà me dire, les Américains vont les renflouer. Les Américains aussi ont une limite. Les Américains ont très peu de missiles intercepteurs. C'est un problème aussi pour eux et ils ont besoin de s'en garder pour leurs propres besoins. Les Américains en ont, aux dernières nouvelles, pour le système THAAD, par exemple, environ 600 missiles intercepteurs. C'est grotesquement insuffisant. Et l'industrie militaro-industrielle, le complexe militaro-industriel, aux États-Unis en produit environ une 60aine par année. Alors même si on double et on triple, il y a une limite à ce qu'on peut intercepter quand on prend pour acquis que l'Iran possède des milliers de missiles offensifs. On le prend pour acquis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est, encore une fois, c'est les propos des Israéliens et des Iraniens eux-mêmes? Pourquoi les alliés de l'Iran ne sont pas intervenus en sa faveur? Parce que ce n'était pas dans leur intérêt de le faire, mais clairement, et aussi la capacité de l'un et de l'autre, j'imagine qu'on parle de la Chine et de la Russie, là, spécifiquement, est extrêmement limitée dans la situation au Moyen-Orient. Il faut comprendre que la Russie a perdu beaucoup de sa capacité d'action au Moyen-Orient depuis la perte de son allié Bachar al-Assad. Il y a quand même des relations avec le nouveau régime syrien. On essaie de travailler avec le gouvernement de Tahir al-Sham pour maintenir les bases russes. Là-dessus, aux dernières nouvelles, il y avait des négociations en cours et les Russes travaillent très fort pour maintenir leur accès à la Syrie parce que c'est leur seule base en eau douce, c'est leur seul moyen de projection de la force vraiment crédible au Moyen-Orient. Et donc, là-dessus, la Russie a une capacité relativement limitée depuis qu'on a perdu Bachar al-Assad. Ensuite, il y a bien sûr la question de l'Ukraine. Les Russes, je sais qu'il y a des partisans de Poutine qui ne croient pas à cette notion, mais la Russie en a plein les bras actuellement avec son engagement en Ukraine. Bien sûr, on a encore de la marge de manœuvre avec la conscription. Bien sûr, on a encore une quantité massive d'hommes qui peuvent être mobilisés et on peut aller encore plus loin. Mais il demeure que la capacité balistique, par exemple, de la Russie est entièrement concentrée contre l'Ukraine. Les drones, les services de renseignement, à peu près tout ce qu'on peut déployer de force spéciale, c'est tout actif en Ukraine. Même chose pour ce qui est du budget militaire, qui est entièrement monopolisé. Donc, la capacité de la Russie à vraiment lever la main, à sortir de son chemin pour aller s'impliquer au Moyen-Orient, elle est déjà limitée. L'intérêt, encore plus. La question est évidente. Pourquoi la Russie irait défendre l'Iran? Ils sont amis, parce que c'est Kumbaya et on est les deux, on n'aime pas les États-Unis, et donc... C'est pas si simple que ça. La Russie, d'abord, veut défendre ses relations avec Israël. Ce sont des relations très importantes pour d'autres raisons stratégiques, notamment pour l'accès à la Syrie, etc. La Russie tient à sa relation avec Israël, ne voudrait pas se retrouver en confrontation directe. Ensuite, malgré l'amitié très publique entre l'Iran et la Russie, ces grandes alliances stratégiques, les intérêts partagés sont relativement rares. À part l'effondrement du système bancaire dominé par les États-Unis, la dédollarisation, l'opposition à l'empire américain. Il n'y a pas grand-chose en commun entre la Chine et la Russie. Les sommets entre l'ayatollah et Poutine n'existent pas. Ils sont extrêmement rares. Il y a très peu de contact direct entre le leadership. Lorsque ça arrive, c'est surtout symbolique. Et on le découvre aujourd'hui d'ailleurs. Cette fameuse alliance stratégique a une portée très limitée. La Russie... Non seulement, quand on dit n'est pas intervenue directement, elle n'a pas renfloué les stocks iraniens pendant le conflit, n'a pas envoyé des avions cargo pour apporter de l'équipement ou pour renflouer la défense aérienne, pour essayer d'avoir un impact. Plutôt, il semble que la Russie a regardé le conflit se dérouler et a elle-même été un peu déçue de la performance iranienne. Et en passant là-dessus, on peut se transporter en Syrie, pour un exemple récent. La même chose s'est produite avec Bachar al-Assad. Lorsque les rebelles, à ce moment, de Tahir al-Sham, se sont mis à pousser contre le régime de Bachar al-Assad, le gouvernement de Bachar al-Assad, appelez-le comme vous voulez, les hommes d'Assad ne se sont pas battus. Pour la plupart, ils ont tout simplement déposé les armes pour un ensemble de facteurs, tant politiques, économiques. Certains n'étaient pas assez payés pour se battre, ont juste décidé de fuir. Des facteurs aussi, stratégiques. Ils voyaient que la défaite était un peu acquise et donc on a tout simplement fui. Mais plusieurs ont tout simplement déposé les armes et refusé de se battre.
Et tout le monde, on regardait la scène avec une confusion extrême en se disant « Mais que fait la Russie? Que fait l'Iran en ce moment, le grand allié? Normalement, les milices devraient intervenir. L'Iran devrait aller défendre Assad. » Et pourtant, ni l'un ni l'autre n'a intervenu. Et ce qu'on a compris, pas par des canaux secrets, mais par des déclarations publiques, tant par le leadership iranien que par Poutine et le ministre de la Défense et les porte-paroles de Poutine et l'état-major russe. Dans les deux cas, on nous a dit, on n'ira pas défendre la Syrie si la Syrie ne veut pas se défendre d'elle-même. On observait que les troupes syriennes ne voulaient pas se battre et donc on a dit, on n'enverra pas nos propres soldats. Commencez par vous défendre vous-même. La même logique s'applique avec l'Iran. Alors que tant la Chine que la Russie ont regardé la scène, ont vu un gouvernement qui était vraiment en mauvaise posture, qui n'a pas été en mesure vraiment de répondre de manière efficace militairement parlant. On y reviendra dans un moment. Et donc, naturellement, les deux n'ont pas voulu sortir de leur chemin et aller intervenir en la faveur de l'Iran dans un conflit qui était loin de bien se présenter. Et on ne savait pas trop si les États-Unis voulaient intervenir. Donc là-dessus, il faut être clair. L'intérêt de la Chine, l'intérêt de la Russie, ce n'est pas l'intérêt de l'Iran. Au-delà de l'effondrement de l'Empire américain, au-delà de l'opposition à cette domination américano-israélienne, etc., au-delà de cet objectif commun, de ton ennemi, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, il n'y a pas grand-chose qui unit les deux. Et donc, l'intérêt de la Russie, c'était plutôt de s'assurer que les Américains interviennent autant que possible. On voulait bien sûr aspirer les Américains dans un nouveau conflit au Moyen-Orient, absolument, mais pas de là à aller les affronter eux-mêmes et mettre en danger le processus sur l'Ukraine, etc. On s'entend, et la Russie est en très bonne posture dans les négociations sur l'Ukraine, au sens où l'administration Trump, dans les paramètres actuels, est disposée, ou du moins a publiquement affiché son ouverture à faire des concessions considérables à la Russie, des concessions qui n'étaient pas sur la table il y a quelques mois ou même pendant l'administration Biden. Donc, Poutine essaie de protéger quand même tout ça, ne veut pas antagoniser les Américains trop. Son intérêt, c'était plutôt d'espérer que les choses tournent mal, que les Américains se fassent aspirer dans cette espèce de trou noir une nouvelle fois et que la Russie puisse se poser en médiation entre les deux comme le pays responsable. L'intérêt chinois, c'est la stabilité, tout simplement. L'intérêt de la Chine, bien sûr, aussi, on aurait voulu voir les Américains dans un scénario idéal, être aspirés au Moyen-Orient. Mais en Iran, c'est pas mal le pire des scénarios pour la Chine. Parce que la Chine achète énormément de pétrole à l'Iran. Elle l'achète à rabais à cause des sanctions qui sont imposées contre l'Iran. L'Iran n'a pas accès à beaucoup d'acheteurs pour son marché. Il n'y a pas grand monde qui sont prêts à faire du commerce avec l'Iran en raison des pénalités, des conséquences qui pourraient être appliquées par les Américains. Donc la Chine est à peu près une des seules. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle a accès à un rabais considérable. L'Iran lui a fait une entente sur mesure pour que la Chine achète son pétrole. La Chine a donc un intérêt majeur à ce que cette situation continue, à ce que l'Iran reste isolé, mais quand même vivant, pour fournir du pétrole presque exclusivement à la Chine, mais quand même pas que le régime s'effondre demain matin et que la normalisation même de l'Iran ne serait pas avantageuse pour la Chine, pas du tout. Parce que c'est justement, encore une fois, le fait que l'Iran est ostracisé et placé en marge qui crée cette alliance entre la Chine, la Russie et l'Iran. C'est le seul point commun. Si demain matin, on assoit l'Iran à la table des nations et que l'ayatollah se fait donner un dîner d'État à la Maison-Blanche avec Trump et tout le monde sur son 31, probablement que l'Iran cesse d'être la grande amie de la Chine et de la Russie. Ou du moins que les relations sont considérablement réévaluées et disons, modérées en prenant acte de la nouvelle relation avec Washington. Donc, là-dessus, je ne crois très peu à une théorie selon laquelle la Chine et la Russie auraient pu lever la main, aller intervenir. Il y a une raison pourquoi ils l'ont pas fait, parce qu'on ne vit pas dans un monde de romans de science-fiction et de guerre, de Troisième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de gens qui sont presque excités à cette idée d'avoir, mais là, attendez un peu, la Russie, la Chine vont intervenir et là, ils vont donner la bombe nucléaire à l'Iran. Les pays, ils défendent leurs propres intérêts. Et dans le cas échéant, c'était dans l'intérêt ni de l'un ni de l'autre d'aller nuire, justement, à leur posture en intervenant en faveur de l'Iran. La menace d'un changement de régime en Iran est-elle crédible, réaliste? Si oui,
qui prendrait sa place. Elle n'est pas crédible de l'extérieur, ça c'est certain. Les seuls qui ont le pouvoir de changer le régime iranien, d'orchestrer un changement de régime, ce sont les Iraniens eux-mêmes. C'est la population iranienne. On pourrait évidemment, à bout de ressources et d'argent et de bombardements et d'opérations de communication et de guerre psychologique, absolument, on pourrait installer un Shah 2.0, certainement en Iran. Mais la question, est-ce que ça règle quoi que ce soit? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Pendant combien de temps ça dure? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On a découvert, disons que notre expérience collective de l'Occident avec les changements de régime organisés depuis l'extérieur est assez négative. On a beaucoup de bagages là-dessus. On pourrait regarder notamment le cas syrien, qui a plutôt plongé le pays dans une guerre civile qui a déstabilisé la région tout entière et fabriqué des millions de réfugiés qui ont ensuite été, qui ont causé un lot, si on veut, de perturbations en Europe, par exemple. Pas par leur existence, mais par leur arrivée. On comprend que donc l'intégration de ces Syriens, notamment en Allemagne, a été très problématique, que ça a causé des tensions avec la Turquie, que bref, ça a déstabilisé la géopolitique at large, si on veut. On pourrait traiter le cas libyen, même chose. On a déstabilisé la Libye, on a renversé Kadhafi avec aucune porte de sortie prévue. Là-dessus, la responsabilité de la France est probablement plus grande encore que celle des États-Unis, mais ça reste quand même une opération de l'Ouest collectif. Et lorsqu'on a renversé Kadhafi, on a créé un vide sécuritaire qui a été un terreau fertile pour les groupes terroristes, pour le trafic humain vers l'Europe. Encore une fois, un des gros points de passeurs pour l'immigration illégale et le trafic humain, le trafic de drogue. Ça a été aussi le début de plusieurs mouvements islamistes qui se sont ensuite déplacés vers le Sahel et qui ont contaminé les pays de la région. Donc, on n'est pas très bon avec le changement de régime. Et je pense qu'on devrait prendre acte de ces échecs absolument catastrophiques, spectaculaires et tragiques. Ça, c'est le premier point. Maintenant qu'on comprend que ça ne viendra pas de l'extérieur et que si on le fait, ce sera seulement un recul, on peut étudier la question d'un changement de régime à partir de l'intérieur. Est-ce que les Iraniens veulent changer leur gouvernement? La réponse est oui. La réponse est oui. Et donc, là-dessus, encore une fois, je suis désolé. Je devrais pas être désolé, mais je suis désolé à ceux qui voient la Chine, la Russie et l'Iran avec une vision quasi romantique. Là. Ces pays qui ne font jamais aucune erreur, qu'on devrait applaudir avec une larme aux yeux à tous les tours, et qui, s'il y a une erreur, ben c'est une ruse, et s'il y a un échec, ben c'était planifié. Et c'est pas toujours vrai. Le régime iranien est faillible, comme la Chine a ses défauts, comme la Russie a ses défauts, comme Poutine a fait des erreurs dans sa vie. Ce n'est pas le seul humain sur Terre à avoir marché sur l'eau chacun de ses pas et n'a jamais commis une faute. Ce sont des humains faillibles. Même chose pour le régime iranien. Il y a effectivement on pourrait dire une incompatibilité entre la volonté populaire iranienne et la posture de la population iranienne et celle du régime iranien. Le gouvernement, le régime de l'ayatollah, le régime des mollahs. La nature rigoriste du régime est tout simplement pas en adéquation avec la modernité grandissante à laquelle s'expose l'Iran et la population de l'Iran. C'est important de le comprendre. L'Iran n'est pas la Chine et n'est pas la Corée du Nord au niveau de la propagande. Les Iraniens ont accès à l'Internet, ont accès à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ils voient, ils entendent. Ils voient Hollywood, ils voient les pays scandinaves, ils connaissent l'Europe, ils savent, ils sont exposés aux valeurs modernes, au cinéma. Évidemment, il y a un niveau de censure. Évidemment, comme je vous dis, il y a une nature rigoriste du régime qu'on peut pas ignorer. La religion recule. Surtout la part chiite de la population qui est maintenant une minorité en Iran. Et ça, c'est un secret de polichinelle, ou je ne dirais pas un secret de polichinelle parce que ce n'est pas caché, mais on n'en parle pas assez. On a tendance à présenter l'Iran comme étant un seul bloc homogène. On pourrait dire ça de la Chine. Beaucoup plus. C'est généralisé, bien sûr. Vous avez d'autres groupes ethniques en Chine, mais il reste que la Chine pourrait être présentée plus comme un groupe ethnique homogène que l'Iran, où il y a plusieurs religions, où il y a plusieurs ethnies et on parle plusieurs langues. Bien sûr, vous avez le farsi majoritaire, bien sûr, vous avez une culture majoritaire, mais ce n'est pas donc ce qu'on voit en Corée du Nord et en Chine, etc. Alors, la population chiite qui appuie le régime, ce bloc sur lequel s'appuie le pouvoir,
Il est de plus en plus faible, de moins en moins nombreux et de moins en moins influent. Et il vieillit. Alors, il existe un scénario dans lequel les Iraniens perdent patience envers le régime, surtout à la vue de ce qu'on vient de voir, à la vue des événements récents, alors que il y a des années qu'on impose à la population iranienne des contraintes majeures. Bien sûr, c'est pas le régime, c'est pas le gouvernement iranien qui impose les sanctions économiques, etc. Mais tout ça, c'est au nom de la résistance contre Israël, au nom de la résistance contre le colonialisme, le sionisme, l'impérialisme américain. Alors donc, la population voit beaucoup de ces sacrifices comme étant attribuables à la lutte du régime contre ces pays, contre les États-Unis et Israël. Lorsqu'on voit les États-Unis et Israël bombarder la capitale en toute impunité, des avions israéliens qui volent en formation, alors que l'armée qui a juré de vous défendre contre cette menace et qui accapare beaucoup des ressources du gouvernement et qui est une fierté, on réalise aujourd'hui qu'elle est incapable de se défendre, incapable de ne serait-ce que de résister, ne serait-ce que d'abattre un des avions israéliens. Pour plusieurs, c'est une humiliation et on remet en doute les sacrifices auxquels on a été exposé. C'est-à-dire, tout ça, c'était au nom de construire un État qui résiste, un État solide. Et oui, on fait des sacrifices énormes pour un programme nucléaire, mais voici ce que ça va nous permettre. Une dissuasion, ça va nous permettre une influence régionale, ça va permettre de blinder l'Iran à toute forme d'agression. On réalise en fait que c'est justement ce programme nucléaire qui a invité l'agression. Je vous dis pas que c'est ce qui va se produire, au contraire. Mais s'il existe un scénario dans lequel un changement de régime se produit, croyez-moi, ce ne serait pas le Shah, ce ne serait certainement pas une opération sponsorisée de l'extérieur, ce serait de l'intérieur, ce serait l'Iran qui voudrait un régime qui le représente mieux. Ce serait la population iranienne qui voudrait mettre fin à un régime rigoriste de la sorte, qui voudrait se moderniser, s'ouvrir, adopter, sans nécessairement dire la culture occidentale, libérale, mais peut-être s'aligner un peu plus avec le reste du monde musulman, où on a des démocraties, où on a autrement, peut-être pas nécessairement des démocraties partout, mais des gouvernements plus ouverts et des gouvernements qui entretiennent des relations normales avec le reste du monde. Il est possible que la population iranienne convoite ce genre de choses, mais si ça vient, ça viendra de eux et seulement de eux. Ne nous faisons pas de scénarios absurdes dans lequel les États-Unis envahissent l'Iran. J'espère qu'on est conscient que les Américains n'ont pas la capacité d'envahir et d'occuper l'Iran. Peu importe à quel point ils pensent qu'ils sont forts et puissants, ils peuvent faire n'importe quoi. Il y a une limite à tout. Et occuper et envahir l'Iran, c'en est une énorme. On parle d'un pays de 90 millions d'habitants. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas l'Afghanistan. Et dans les deux cas, on pourrait dire que ça a été un échec, en fait. Alors, je pense que les Américains sont conscients que s'ils envahissent l'Iran et se lancent tête première dans un trou noir qui coûterait des ressources énormes et qui compromettrait le pivot vers le Pacifique, vers la Chine, je ne crois pas à une invasion de l'Iran. Ce qui nous dit donc que les seuls qui peuvent renverser ce régime, ce sont les Iraniens eux-mêmes. Quelles leçons tirer pour Taïwan et les conflits futurs? C'est une excellente question. Et on la voit pas assez, en fait, parce qu'on a traité beaucoup des développements quotidiens. On s'entend lorsqu'on était pris dans le feu du moment, on s'attarde surtout à qui attaque qui et comment. Mais on n'a pas traité les implications majeures de cette opération initiale par Israël dans le territoire iranien. Et là-dessus, c'est pas pour lancer des fleurs à un camp ou à un autre. Il est juste question de traiter des implications tactiques de la scène à laquelle on vient d'assister. Parce que l'opération israélienne en Iran ne s'est pas produite dans une cloche vide. Ça s'est produit dans le contexte de l'opération ukrainienne en Russie, où on a fait à peu près la même chose. Vous savez exactement de quoi je parle. Alors que les Ukrainiens ont déployé des munitions dormantes, des drones notamment, profondément en territoire russe, et ces drones ont été activés simultanément pour une attaque surprise, une espèce de cheval de Troie, donc, qui avait été introduit sur le territoire. L'impact tactique, stratégique est majeur. Parce que,
on l'a observé, il y a la capacité de détruire un certain nombre d'équipements en surface, il y a la capacité de mettre hors service au minimum des navires et même des tours de radar, un système de défense dans le cas d'Israël, et d'imposer une punition maximale dès les premières minutes du conflit, sans même que l'adversaire ait vraiment la capacité de répondre. Et ça, moi, je trouve que les implications sont énormes, parce que ça s'applique à tous les conflits du monde. Il y a des années maintenant que les Américains, spécifiquement, paniquent, obsèdent à l'idée d'un scénario exactement comme ça, dans lequel les Chinois déploieraient des drones en quantité massive autour des bases américaines. Et d'ailleurs, on obsède depuis quelques années sur le fait que les Chinois achètent méthodiquement des installations militaires, des terrains, autour des installations militaires américaines. Les Américains se demandent pourquoi. Ils voient la loi ne les interdit pas, en théorie. On a essayé de modifier le code, mais au bout de la ligne, on peut pas empêcher personne de faire ça. Chercher des drones cachés autour des installations militaires ou même à des kilomètres, ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les Américains le savent, les Chinois le savent, les Russes le savent, et c'est pour ça qu'ils paniquent depuis des années. Ils voyaient exactement le genre de scénario comme on a vu en Ukraine, exactement en Russie, par l'Ukraine, exactement le même genre de scénario qu'on a vu en Iran par les Israéliens pourrait tout à fait être appliqué par la Chine dans un scénario pour la prise de Taïwan. On parle des bases américaines. Oui, et mettez-vous demain matin à fouiller tout ce qu'il y a autour des bases américaines. Ou même si vous passez une loi fantastique, extraordinaire, qui interdit l'achat par les Chinois ou des intérêts ou des compagnies, peu importe. La loi idéale, qui n'existe pas en passant, qui est impossible, mais qui empêcherait une menace sur le continent américain. Vous contrôlez pas le territoire japonais, le territoire de la Corée du Sud, le territoire où vous avez 50 000 soldats américains. 60 000 au Japon, 40 000 en Corée du Sud, si je me souviens bien. Vous en avez en Australie, vous en avez partout dans le monde. Et les Américains, lorsqu'ils sont installés ailleurs, n'ont aucun contrôle sur ce qui se passe en dehors de leurs installations, en dehors de la base. Alors, le scénario, la scène à laquelle on vient d'assister, c'est une fenêtre sur le début d'un conflit entre la Chine et les États-Unis, entre deux puissances majeures. De quoi ça aurait l'air? Quel serait le premier coup dans un tel conflit? Ce serait une attaque massive par des drones cachés préalablement, des munitions dormantes sur le territoire de l'adversaire qui permettrait, dès les premières minutes, sans dire de nullifier sa capacité à l'attaque, mais de sévèrement contraindre ses capacités offensives. Où là, on va frapper, et même défensives, on va frapper tous les avions qui sont en surface, terminé. Toutes les tours de communication auxquelles on peut accéder, terminé. Toutes les réseaux électriques, les chemins de fer, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. On parle maintenant des Chinois. Imaginons, on se dit, les Chinois ont certainement quelques conteneurs funky autour des installations américaines. On peut faire le même exercice pour les Américains. Dire, qu'est-ce qui empêche les États-Unis de faire la même chose avec des drones sous-marins, qui sont très bien documentés en passant. Ceux qui avaient jamais songé aux drones sous-marins, moi, j'imagine que vous êtes en train d'allumer une lumière et de dire « Oh mon Dieu, oui, ça va être incroyable », mais exactement, c'est les drones qu'on voit dans les airs, le même exercice se fait dans les fonds sous-marins. On voit une multiplication des drones sous-marins à travers toutes les forces armées du monde, parce que c'est incroyable en termes d'autonomie. Vous imaginez dans les airs, comme ça, ils sont faciles à repérer, ils sont évidents, ils sont faciles à abattre. Dans le fond de la mer, c'est un endroit incroyable. C'est un espace opérationnel qui permet une flexibilité absolument presque infinie. Vous pouvez lancer des munitions à partir d'en dessous de la mer. C'est presque impossible à repérer. Qu'est-ce qui vous empêche de passer avec un bateau de pêche dans le détroit de Taïwan et de larguer quelques 15, 20 000 munitions dormantes, pas plus grosses que ma tasse, dans le fond de la mer, pour qu'ils puissent ensuite remonter, détruire, envoyer par le fond des centaines de navires chinois dans l'éventualité d'un débarquement sur Taïwan? On voit de quoi a l'air la guerre de demain. Ce sera une utilisation massive de drones, de munitions autonomes, semi-autonomes, déployées d'avance dans des scénarios de dormance.
C'est une révolution dans l'art de la guerre. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Il n'y a aucune autre manière de le dire. Et ça, je trouve qu'on n'en prend pas assez acte vis-à-vis les derniers développements auxquels on a assisté. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour des 5 ou 6 grandes questions que je voulais couvrir aujourd'hui sur la question israélo-iranienne et plus largement le contexte au Moyen-Orient. Je vous remercie d'avoir été là. S'il vous plaît, si vous avez apprécié l'exercice, dites-nous-le dans les commentaires, mettez une mention j'aime, dites-nous on en veut plus, tel type de questions, si vous voulez quelque chose de différent. Proposez-le également. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne sur Chaque jour sur Terre, c'est d'avoir du contenu plus léger, plus décontracté. C'est la première fois qu'on s'attarde plus directement à l'actualité internationale. Quoi qu'on avait une entrevue avec Lama qui était bien très appréciée aussi sur le Hezbollah. Donc, on a déjà touché de la géopolitique. Je pense qu'on va continuer de le faire. Dites-nous si vous l'appréciez et on fera l'exercice très bientôt. D'ici là, partagez l'amour, semez l'espoir, je vous aime et on se revoit très bientôt. Si vous avez apprécié l'exercice d'aujourd'hui où on répond aux questions du public et on revient sur les grands dossiers de l'actualité internationale, eh bien, c'est exactement ce qu'on fait à chaque semaine avec les membres exclusifs. Je sais que vous en avez certainement entendu parler, c'est ces fameuses revues de presse. On revient chaque semaine, tous les mardis, sur les grands dossiers de l'actualité, les enjeux géopolitiques, et on analyse tout ça avec des cartes, avec des supports graphiques, un peu comme vous l'avez vu aujourd'hui. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez plus de 7 jours sur Terre et que la formule à laquelle vous venez de participer est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, je vous invite à devenir membre de 7 jours sur Terre pour seulement $1 par mois. Vous commencez déjà à débloquer l'accès. Vous avez accès à la revue de presse entière pour $1 par semaine. Donc, c'est un excellent moyen non seulement d'appuyer 7 jours sur Terre, mais aussi de rester à jour sur les grands dossiers de la géopolitique. Donc, merci à tous et on se revoit très bientôt.